Finkielkraut, ne pas occulter une réalité, ça ne veut pas dire la simplifier, la caricaturer. Votre appel est une caricature. Et attendez, vous prenez une anecdote qui est une affaire réelle, contre laquelle il faut se positionner et dire non, et puis vous en tirez un principe. Attendez, vous êtes en train de dire à la France, le nouvel antisémitisme dans ce pays, ce sont les Arabes et les musulmans. Donc pour protéger... Jamais les, je n'emploie jamais c'est dans votre livre, c'est dans les livres, arabo-musulmans. Alors attendez, attendez. Et quelle différence faites-vous? Attendez, ça veut dire que ça n'englobe pas tout le monde, ce n'est jamais de l'essentialisation, c'est complètement différent. Mais monsieur Finkielkraut, le racisme de Le Pen, ce ne sont pas les Français, ce sont des Français. Monsieur Finkielkraut, quand vous échappe la formulation, les Antillais sont des assistés. Oh, elle ne m'a pas échappé, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça comme ça. Je n'ai pas eu cette phrase, ce n'est pas vrai. Attendez, vous êtes repris et vous avez réexpliqué. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans ce débat-là, c'est que nous nous mettions d'accord, comme citoyens, qu'il y a des principes à défendre. Et Dieudonné, ça vous intéresse, le succès de Dieudonné? Est-ce que je peux terminer? Il a été condamné, Dieudonné, par tout le monde. Pas aux Antilles, précisément. Pas aux Antilles. Pas aux Antilles. Pas aux Antilles. Il a été reçu comme un prince. C'est quand même un problème. Est-ce que vous le condamnez, Tarek Ramadan, Dieudonné? C'est quand même un problème. Je ne suis pas du tout, je vais commencer par là, je ne suis pas du tout dans l'attitude de condamner des hommes. Cet homme a tenu des propos... Apparemment. Vous condamnez Jean-Marie Le Pen. Vous le condamnez. Je condamne les propos d'un homme, je condamne pas les... Non, condamnez Jean-Marie Le Pen. Je condamne les propos d'un homme. Vous condamnez aussi Dieudonné. Je ne condamne pas... Voilà. Première chose, qu'on soit extrêmement clair sur les propos de Dieudonné, parce qu'on ne me fera pas dire sur ce que dit Dieudonné des choses que même la justice ne dit pas. Premier élément, il a des procès, il n'en a perdu aucun. Deuxième élément, je suis moi. Quel légalisme. Mais attendez, c'est quand même, attendez, moi je veux dire, la justice, elle n'est bonne que quand elle va dans votre sens. Il n'a perdu aucun de ses procès sur antisémitisme. Laissez-moi terminer. Le deuxième élément, c'est que je ne suis pas d'accord, et je l'ai dit et répété, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit et prononcé dans les émissions en France et ce qui a été dit en Algérie. Je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on ne peut pas, et vous ne pouvez pas, vous, dire de cet homme quelque chose que la justice, après 17 procès, ne peut pas dire. C'est tout. Donc je ne condamne pas. Je vais vous dire, je le dirai quand même. Voilà. Pour revenir sur l'appel des indigènes de la République, c'est comme d'une violence extrême cet appel. Enfin, quand vous parlez d'indigènes, il y a des indigènes dans les banlieues. Vous pensez que la France traite aujourd'hui une partie de sa population comme des indigènes? Moi je laisse, si vous voulez, j'ai signé ce texte pour deux raisons. La première raison, qui a tout de suite été mise en évidence par ceux qui l'ont écrit, ce texte, c'est que c'est un coup de gueule. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ce qui est en train de se passer en France, c'est qu'un certain nombre de citoyens... On peut en dire autant de Finkielkraut. Vous êtes de mauvaise foi. Non, moi c'est pas un coup de gueule. Et c'est beaucoup moins violent. On peut en dire... Votre texte est beaucoup plus violent. Ce texte est beaucoup plus violent. Nous, je vous rappelle, c'est Sébastien, David et Kader. Vous dites au fond que... Moi, je ne dis rien. Moi, je dis simplement une chose. Dans ce texte, ce pourquoi je signe un appel qui n'est pas de moi. Je signe plein d'appels et il n'est pas de moi. Cet appel-là, je l'ai signé. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui est mis en évidence, c'est qu'aujourd'hui, sur une vieille tradition de la France par rapport aux colonies, et ce qui est en train de se passer avec un certain nombre de citoyens dans ce pays, ils ne sont pas traités comme des citoyens à égalité avec les autres. Et qu'on fait aujourd'hui un travail et un rapport à cette citoyenneté qui est un travail, qui est une attitude de discrimination systématique et systématisée. Alors, question d'Elisabeth Lévy. Tarek Ramadan, d'abord dans ce texte, il est question de nous, les descendants des colonisés. Donc c'est un nous un peu ethnique quand même, c'est pas un nous tout à fait citoyen. Deuxièmement, quand si vous lisez l'ensemble du texte, ça recoupe beaucoup plus. C'est un nous qui est plus englobant que ça. Excusez-moi, c'est un nous qui parle au nom, je veux dire, des anciens colonisés, des anciens indigènes. Deuxièmement, le terme d'indigène a un poids. Est-ce que vous vous attendez que nos banlieues mènent une guerre d'indépendance contre la France? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'allumer le feu, je veux dire, avec cette affaire? Non mais c'est un peu... Non mais je suis désolée, quand on lit le texte, on dit ça. la caricature à l'excès. Je voudrais dire un mot sur la pétition. Alors, Alain Finkielkraut. Les indigènes de la République. Voilà, la pétition est signée par un nombre important de chercheurs. Comment un chercheur peut-il se dire indigène sans susciter l'hilarité générale? Il n'est pas vrai qu'il y ait des indigènes dans la République. La République n'est pas le socialisme, elle ne tient pas des promesses de bonheur pour tous, elle fixe des lois, un cadre institutionnel et celui-ci existe. Mais ce manifeste
qui a l'air, si vous voulez, de condamner la situation au nom des principes de la République, en fait, vomit et calomnie ces principes mêmes, puisqu'il est dit de la loi parfaitement républicaine pur sucre, contre le foulard islamique à l'école, contre tous les signes religieux à l'école, que c'est une loi d'exception, discriminatoire, sexiste et raciste, une loi d'exception aux relents coloniaux. Donc en fait, cette pétition s'inscrit dans le cadre d'une offensive anti-républicaine qui a d'autres manifestations par rapport à laquelle la République ne sait pas quoi faire, qui ne cesse d'affaiblir ses institutions, et notamment l'école. Parce que ce qui se passe à l'école, c'est pas, comme il est dit, simplement la discrimination, c'est aussi de la part d'élèves toujours plus, si vous voulez, débridés, une contestation générale des programmes. Madame Bovary, c'est trop licencieux. Rousseau, c'est contraire à ma religion. La Shoah, c'est une insulte aux souffrances des autres. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Bien sûr. Et alors la preuve, elle est très simple. C'est un rapport de l'éducation nationale, un rapport d'inspecteur de l'éducation nationale dont Europe Numéro 1 a parlé, qu'on peut se procurer et qui est tellement dur, tellement inquiétant que le ministère n'a pas osé le diffuser, mais en réalité, il est disponible pour ceux qui veulent le voir. C'est un rapport qui fait peur. C'est la théorie du complot. Et c'est donc, il n'y a pas de complot, il y a aujourd'hui, si vous voulez, une offensive anti-républicaine dans laquelle, malheureusement, s'inscrit cette pétition, et c'est très dommage. Il faut être du côté de la République, pas contre elle, et c'est le meilleur service qu'on pourrait rendre précisément aux enfants de l'immigration. À ce stade de l'émission, j'aimerais avoir le point de vue de Didier Perrat, qui est magistrat à Pontoise, qui publie En manque de civilité, c'est aux éditions Textuelles. Vous êtes homme de gauche, mais en même temps vous êtes assez iconoclaste parce que vous reconnaissez que l'insécurité n'est pas toujours provoquée par des raisons sociales. Vous parlez d'une crise de la civilité. Didier Perrat. Oui, je pense qu'il y a trois rameaux à la crise de la civilité. Il y a la montée du cynisme dans la société, il y a la montée de la délinquance violente, et il y a la montée des racismes. C'est trois rameaux de la crise de la civilité. Et les lectures unilatérales, ethniques ou sociales ou politistes de cette crise de la civilité font passer à côté de la complexité et de la chair du problème. À chaque fois, il y a des grains de vérité dans ce qui est dit, et à chaque fois, on sent qu'il y a quelque chose qui déborde infiniment et qui échappe à une lecture soit uniquement sociale, soit uniquement ethnique, soit uniquement politiste. Regardons ce qui s'est passé le 8 mars, mais il faudrait accepter de regarder ce qui s'est passé le 8 mars à Paris. Il y a eu un appel aussi qui a circulé, qui continue de circuler, pour qu'il y ait une enquête publique sur ce qui s'est passé le 8 mars à Paris. Ce qu'on sait déjà, c'est que plusieurs centaines, certains disent 1 millier, de cogneurs, pas de casseurs, ce n'est pas des abribus qui ont été détruits. Plusieurs centaines de cogneurs sont descendus sur une manifestation, ont bousculé, dépouillé des jeunes garçons, des jeunes filles, au point que la manifestation, qui était pourtant déclarée et autorisée, a été de fait interdite. Il faudrait une commission d'enquête publique pour élucider vraiment ce qui s'est passé le 8 mars. Y compris... Et qu'est-ce que vous entendez là? Vous pensez qu'il y a... Y compris la place que tenaient les propos racistes dans ces exactions. Il y a des propos racistes qui ont été tenus, des témoignages en attestent, un racisme anti-blanc qui s'est exprimé. Mais il y a aussi des gens qui ont été dépouillés sans aucun propos. Et il y a aussi des Noirs qui ont été agressés parce qu'ils étaient manifestants et lycéens dans cette manifestation. Il n'y avait pas que des jeunes des banlieues dans cette manifestation, il y avait aussi des personnes plus âgées. Un événement de cette nature, une manifestation... On ne comprend pas vous. Vous accusez qui là? Vous soupçonnez qui? J'accuse pas. Je dis qu'avant d'accuser justement, il faudrait prendre la peine, parce qu'après tout, le droit de manifester, il est protégé par la Constitution de la République. Il faut remonter à 30 années en arrière pour voir une manifestation aussi violemment dispersée que celle du 8 mars 2005 à Paris. C'est quand même un problème. Bien. Eh bien, donnons-nous les moyens d'élucider ce qui s'est vraiment passé le 8 mars 2005 à Paris. C'est quelque chose qui n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de grave qui a traumatisé profondément des centaines de jeunes gens et leurs parents, et par ricochet, leurs familles, leurs proches. Non mais je comprends pas, je suis désolé, vous accusez la police? Je n'accuse personne, je dis
qu'il faut que nous sachions, par une enquête Vous pensez que c'est une provocation citoyenne, ce qui s'est passé le 8 mars 2005 à Paris, avant de projeter sur cet événement des lectures politiques, ethniques ou sociologiques. Oui, un mot, alors là, et aussi en réponse à Aude Lancelin, il y a une crise de la civilité dans ce pays et elle n'a absolument rien d'ethnique et en plus l'incivilité n'est certainement pas l'apanage des jeunes des cités difficiles. Il y a de l'incivilité dans les trains, il y a de l'incivilité avec les portables, l'incivilité elle est partout et elle tient cette incivilité à un des mouvements les plus forts de notre modernité, c'est-à-dire l'éthique de la spontanéité et de l'authenticité. Voilà, c'est la vulgate rousseauiste. Hein. Rousseau se plaignait partout, la politesse exige, la bienséance ordonne. Maintenant, tout le monde doit être spontané. Et c'est ce qui se fait dans les talk-shows, un peu moins bien que l'émission à laquelle nous participons. Et donc, le problème de notre société, c'est qu'elle est confrontée à une incivilité, c'est-à-dire la spontanéité de notre société s'en rend compte, à des visages abjects. Elle ne témoigne pas de la bonté originelle de l'homme et elle est très mal placée pour lui répondre puisqu'elle s'est tout entier fondée sur une éthique de la spontanéité, de la vulgarité, accompagnée d'un effondrement de la langue. Donc alors là, pour le coup, il serait absurde de vouloir ethniciser ce problème et désigner des coupables comme s'ils avaient quelque monopole que ce soit. L'incivilité, c'est notre problème à tous. Elle est liée effectivement aux valeurs qui ont eu cours et dont nous avons été les uns et les autres porteurs. Mais, précisément, Alain Finkielkraut, vous qui, il y a encore un an à peine, disiez régulièrement dans vos livres ou dans vos interventions à quel point l'antiracisme est une position pauvre, à quel point la haine des antiracistes peut être aussi dangereuse que celle des racistes, à quel point l'antiraciste revient non pas à penser mais à établir des listes de salauds à abattre. Vous pouvez comprendre la surprise qui fut la nôtre en lisant votre nom en bas d'une pétition antiraciste, fut-elle anti-antiraciste. Je ne comprends pas parce que je répète que la chose à faire aujourd'hui, c'est, si vous voulez, la République, au sens fort, ce devrait être le partage des soucis. Donc, le partage des soucis ne peut se faire que si on est lucide. Le politiquement correct dessert l'étau qu'il exerçait sur les États-Unis et resserre son étau sur notre pays. Notre pays est en voie d'être politiquement correctirisé et de manière inouïe, avec une force inouïe. Et qu'est-ce que c'est que le politiquement correct? C'est on accepte les réalités conformes à la doctrine, les autres on les congédie, on les fout dehors. Et ça, c'est très, très... Mais d'ailleurs, Alain Finkielkraut, vous êtes vraiment le grand ennemi du politiquement correct, je crois qu'on peut le dire, mais vous aussi, Tariq Ramadan, vous dites l'inverse l'un de l'autre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas vous recevoir, que vous ne devez pas parler dans les émissions. C'est le sens du livre que vous avez fait avec Aziz Zemmouri, puisque dans ce livre, vous parlez longuement, d'ailleurs vous êtes en train de parler ici. Aziz Zemmouri, ce livre, on peut dire que c'est un livre pas complaisant du tout, hein, parce que vous posez beaucoup de questions difficiles. Il y a un portrait d'ailleurs avec pas mal de vacheries. Il y a d'ailleurs quelque chose qui m'étonnait, parce que vous êtes vraiment vous indiquez un peu que Ramadan n'aime pas beaucoup qu'on permette aux femmes de pratiquer un sport dans des conditions qui les amènent à dévoiler leur corps aux hommes. Hein. Ça vous choque un peu chez lui, ça? C'est en tout cas une interprétation que certains ont des propos de Tariq Ramadan qui, en tout cas, le problème de la mixité dans le sport. Et effectivement, de toute façon, en plus, Tariq Ramadan est là, donc il peut tout à fait expliquer sa position sur cette question. Alors, dans ce livre, avec Aziz Zemmouri, Tariq Ramadan, vous revenez sur l'affaire des lapidations. Il y a toujours quelque chose d'étonnant, parce que vous revenez toujours avec ce mot moratoire. Mais les lapidations, qui consistent en fait à tuer à coups de pierre des femmes qui n'ont rien commis d'autre qu'un adultère, très souvent, c'est quelque chose d'épouvantable qu'il faut arrêter, il faut les interdire. Pourquoi un moratoire? Mais pourquoi ce mot? Moi, je ne reviens pas sur cette question-là. Si vous voulez, on m'a souvent posé la question. J'ai dit, et je répète, que je suis contre, que j'ai condamné ce qui se passait au Nigeria, en Arabie Saoudite, mais que ma position, non pas simplement sur la lapidation, mais sur la peine de mort et sur les châtiments corporels, c'est un moratoire pour que cesse dans le monde musulman ces pratiques et qu'il y ait un vrai débat qui, à mon sens, doit nous amener à cesser. Ça, c'est ma position, simplement. Il faut entendre aujourd'hui que dans le monde musulman, ce débat doit avoir lieu et aujourd'hui,
aujourd'hui, si vous voulez, ces jours, là maintenant j'ai lancé ce moratoire international, les réactions des autorités musulmanes dans le monde sont assez froides et refusent même d'entrer dans le débat. Donc si vous voulez, moi ma position elle est claire d'un point de vue personnel et j'ai toujours expliqué, depuis que j'en parle, ça fait 5 ans, que c'est une position pédagogique pour ouvrir le débat dans le monde musulman. Donc il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Alors il y a une phrase que j'ai relevée, page 281 de Faut-il faire taire Tariq Ramadan, donc d'Aziz Emouri, c'est dans le long entretien que vous lui accordez. Vous dites, il faut que l'on punisse de la même façon les auteurs de n'importe quel acte raciste. Celui qui s'en prend à un juif, à un noir, à un arabe ou à un musulman doit encourir la même peine pour le même délit, car on doit tendre à donner la même importance symbolique à chaque acte raciste. Alors qu'en est-il du racisme anti-blanc ou anti-chrétien? Parce qu'il n'en est pas fait mention là. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on pose ce que vous venez de rappeler, c'est pour moi la position de principe. Pas de hiérarchisation entre les racismes, tous sans exception. Y compris le racisme anti-blanc. Alors, le racisme, y compris le racisme anti-blanc. J'ai même dit plus. Dans ce que vient de dire Finkielkraut tout à l'heure, j'ai reconnu qu'on ne peut pas réduire à la question sociale le racisme qui peut s'exprimer contre les blancs. C'est une réalité, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Mais il ne faut pas, et c'est là mon problème aujourd'hui dans les positions d'Alain Finkielkraut, c'est effectivement la simplification. Bon, avec cette pétition des indigènes de la République, est-ce que vous n'êtes pas en train de construire des murs et de creuser des fossés, Tariq Ramadan? Et d'ailleurs, dans le livre aussi, vous avez une façon de polémiquer avec Alain Finkielkraut, avec Aziz Emouri, d'ailleurs, parce que c'est votre tête de turc, qui est très violente, c'est très violent. Ah bon? Non, je suis pas... Il n'a pas lu, il n'a pas lu. Vous n'avez pas lu, c'est pas grave. Mais, il n'a pas lu, heureusement, sinon il ne serait pas venu. Pas la contestation. Non, je crois pas que je ne crois pas que c'est violent à son égard, simplement je pense, effectivement, mais je le dis devant lui. s'enferme dans un ghetto culturel. Oui, moi je pense qu'il est extrêmement dangereux et que sa posture actuelle, dans ce débat-là, est extrêmement dangereuse. Je le dis devant lui et je l'entends encore aujourd'hui dire des choses extrêmement dangereuses. Et Aziz Emouri aussi, vous le dites. S'il vous plaît. Que je suis... Attendez, je peux terminer. Je peux terminer sur cette question-là. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, moi j'ai signé un texte qui n'est pas mon texte, nous sommes deux ici à l'avoir signé, mais qui, à mon sens, est fait exactement le contraire. Il sort des appartenances ethniques pour amener à la question de la discrimination vis-à-vis des citoyens. C'est cela la vraie question. Alors l'homme dangereux que je suis participait il y a quelques jours à un meeting de Shalom Arshav pour la paix, et ça fait 25 ans que je milite pour la création d'un État palestinien à côté d'Israël, mais dans cette pétition qui lutte contre la simplification, celle des indigènes de la République, il est dit qu'aujourd'hui, des intellectuels se transforment en agents de la pensée bushienne. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde à ce terme. Ça a le parfum même des années 50. Staline est mort, le mur s'est effondré, mais le stalinisme est très puissant. Et ces agents de la pensée bushienne, que disent-ils? Eh bien entendu, ils osent parler d'un antisémitisme arabo-musulman. Il faudrait être bushien pour appeler les choses par leur nom, ou bien alors obsédé par l'ethnicité. Bien entendu, et surtout, c'est vraiment incroyable de réagir comme nous le faisons. Nous nous souvenons avec quelle sérénité on a réagi en France, par exemple, à la profanation du cimetière de Carpentras. Le ministre de l'Intérieur parlant du Front National et 100 000 personnes avec le président de la République défilant dans la rue aux applaudissements du Nouvel Observateur, parce que ça, on savait à qui s'en prendre. Et donc on continue en France à faire 2 poids 2 mesures, à exercer une vigilance totalement hémiplégique. Il y a une vigilance autorisée et une vigilance interdite, et on me rend en France, et je le dis avec une certaine solennité, la vie totalement impossible. La France devient un pays pour moi irrespirable, précisément parce que j'ose affirmer la vigilance interdite. Voilà. Alors, réponse d'Olivier Lecourt, Grand Maison, auteur de Coloniser, exterminer, hein,